Si vous nous rejoignez, eh bien, vous allez découvrir pour ce jour de Yom HaShoah l'histoire d'une résistante, d'une famille, on peut dire, de résistants. Pour ce faire, mon invitée est Daniela Wexler. Bonjour Daniela. Bonjour. Merci beaucoup d'être venue pour témoigner, parce que pour vous, la mémoire, c'est votre, on va dire, la chose pour laquelle vous êtes prêt à consacrer tout votre temps. Pas tout le temps, mais une grande partie. Une grande partie. Il faut penser à l'avenir aussi. Il faut penser à l'avenir. D'ailleurs, on le voit sur cette très jolie toile qui est sur les écrans. Gardez avec l'espérance toujours le souvenir. C'est une phrase d'ailleurs de votre tante Mila Racine. Alors, Mila Racine, une héroïne de la résistance française. Oui. C'était la sœur de votre père. Qui a été malheureusement victime lorsqu'elle était internée au camp de Ravensbrück des bombardements alliés et qui est morte à l'âge de 25 ans, je crois. 25 ans et les bombardements, c'était à Mauthausen. À Mauthausen, mais elle était internée à Ravensbrück. Pendant 2 ans à Ravensbrück, avec un groupe de jeunes femmes résistantes socialistes, pas forcément juives. Oui, parce qu'elle n'a pas été internée en tant que juive, justement. Non, ils avaient tous des faux papiers. Et avec le nom Racine, c'était son nom. C'était pas difficile. Au lieu de Myriam Racine, elle s'appelait Marie-Anne Racine. C'est comme ça que j'ai trouvé son nom dans les 2 camps. Alors, elle a passé la guerre en tant que résistante et pas en tant que juive. C'est pour ça qu'elle n'était pas à Auschwitz. Alors, elle est née en Russie, voilà, et puis je crois que dans les années 20, ils ont décidé, avec sa famille, donc avec vos grands-parents, de venir se réfugier en France. Oui, ils ont fui la Russie en 26. Et donc, elle est entrée dans la résistance un peu par hasard, on va dire. Elle était très sioniste, et ils étaient tous dans la zone libre, et sont arrivés les réfugiés d'Allemagne. Et ce qu'ils ont fait, et mon père et Emmanuel Racine et Mila Racine et mon autre tante Sacha Medembert, ils faisaient passer les enfants en Suisse. Donc ils les accompagnaient jusqu'à la frontière, au péril de leur vie, en Suisse. En Suisse. Ils étaient aussi au début sur la frontière d'Italie. Ils étaient tout un groupe de résistants et leur préoccupation principale était de sauver les enfants. Alors Mila, elle faisait passer des groupes d'enfants. Alors, ce qui était sa couverture, en fait, elle était assistante sociale dans les camps d'internement. Comme ça. Enfin, elle était jeune, elle n'a pas fait des études d'assistante sociale, mais disons qu'elle s'occupait. Et elle et sa sœur et Sacha. Et mon père s'occupait de l'organisation générale de toutes les opérations générales et financières pour sauver tous les jeunes qui arrivaient. Alors, votre père, donc Emmanuel Racine, lui aussi est un grand résistant. Il était plus âgé qu'elle, environ 7 ans d'écart, donc c'était le grand frère. Il faisait en sorte, parce que ces sauvetages coûtaient énormément d'argent, donc il allait... Comment ça se passait ? Je ne sais pas si vous êtes au courant, si vous l'a raconté, parce qu'il n'aimait pas beaucoup parler, votre papa. Mais j'imagine que pour collecter des fonds en pleine guerre, ça devait être toute une aventure. Hein. C'est encore une longue histoire compliquée, une longue histoire compliquée, mais il savait y faire, et puis il n'y avait pas le choix. Il fallait bien. Vous pouvez nous raconter un peu, on a le temps, vous savez, on peut... Je ne sais pas les détails, comment il fait, mais il était à la tête de l'organisation. Et ma tante Mila et mon autre tante Sacha aussi, les parents n'étaient pas trop ravis, mais c'était un grand danger. Elle a été prise parce que ils sont passés 2 fois à la même place, où elle a été prise quand elle passé la frontière avec les enfants. Oui. Ouais. Alors et après quand elle a été prise, c'est Marianne Cohn qui a pris sa place. Une grande figure de la résistance aussi qui a été fusillée. Et elle a été fusillée. On l'a retrouvée dans une tombe commune. Une fosse commune.
Et moi, je m'appelle Danielle Marianne à son nom. À sa mémoire. À sa mémoire. Et aussi, je crois, parce que je suis pour la libération, pour Marianne. Mon père était très fier. Se sent très fier d'être français. Alors, à cette époque, il y avait, en tout cas avant-guerre, 300 000 juifs en France, 90 000 sont morts en déportation. Oui. En tout cas, ne sont pas revenus. C'était quelque chose de chevillé au corps de sauver le peuple juif, et pour votre tante, et pour votre père, ou c'était les enfants, c'était le fait qu'ils soient orphelins, déportés sans défense. Oui, c'était d'aider ceux qui avaient besoin d'aide. Puis d'essayer de lutter. Contre le nazisme. Alors, vous avez été... Je crois que, pour moi, on parlait pas quand à la maison, on parlait pas de ma tante Mila, parce que ma grand-mère, elle pouvait pas supporter l'idée qu'elle était morte. Et on parlait pas l'allemand à la maison. Mes parents savaient l'allemand, mais on parlait pas l'allemand. Et moi, en grandissant, je pensais toujours que tous les juifs parlaient pas l'allemand à la maison. Que je savais pas. Jusqu'à ce que j'arrive à Jérusalem et je me marie avec Uzi. Les parents, ils parlaient allemand à la maison parce qu'ils sont arrivés avant la guerre ici. Et moi, j'étais très étonnée. Je pensais que c'était un tabou juif de ne pas parler l'allemand parce que... J'imagine. Alors, ce que je voulais vous demander sur Mila, bon, bien sûr, vous ne l'avez pas connue, mais vous aussi, vous êtes tante, vous aussi, vous avez des neveux. Et vous qui avez été juge pendant très longtemps, aujourd'hui, vous êtes retiré des affaires, on va dire. Vous consacrez votre temps à votre passion, à peindre. C'est d'ailleurs les photos qu'on voit derrière nous. Donc, on comprend que Mila... au-delà du fait qu'elle soit une héroïne de la résistance, au-delà du fait qu'elle soit votre tante, elle est aussi une source d'inspiration pour vous. C'est comme faire un lien, lui rendre hommage. Elle était très belle, on voit sur vos peintures, sur les photos également. Vous peignez, lorsque vous peignez... vous avez une espèce de connexion avec elle, et puis vous avez voulu, parce que souvent on vous demande de raconter sa vie tout simplement, et c'est pas toujours évident parce qu'elle a fait quand même énormément de choses. Elle était très jeune, malgré qu'elle était très jeune. Malgré qu'elle était très jeune. Vous avez écrit une lettre. Parce que je crois que j'ai commencé à faire ces portraits, et par les portraits, c'est comme, elle m'a beaucoup touchée. Comme ça, je crois que quand on peint un portrait d'une personne, c'est faire connaissance avec la personne. C'est un autre... c'est pas seulement à peindre l'extérieur, c'est mon sentiment que j'ai Et c'était une période, c'est 10 ans à peu près que j'ai cette série. Et j'ai écrit une lettre imaginaire, comme si elle m'écrivait à moi, parce que, en tant que ma tante, pour me demander pourquoi ça me préoccupe. Est-ce que vous voulez bien nous la lire ? Si vous avez la patience. Allez-y, on vous écoute. Ce texte, je veux juste rajouter encore une chose, c'est que ce texte a servi pour le lycée Racine, qui a fait il y a quelques années une commémoration. Le lycée Racine à Paris. Mm-hmm. Parce que Mila Racine et sa sœur Sacha Racine, elles étaient toutes les deux élèves au lycée Racine. Et pour expliquer la Shoah, le lycée Racine, qui a beaucoup des études de musique, entre autres, aujourd'hui, ils ont décidé de choisir Mila pour expliquer aux enfants la Shoah. Et comme ça, je leur ai envoyé ce texte. Et même pas en français, parce que je ne l'avais pas traduit en français, je l'avais en anglais. Et les enfants, qui sont des enfants à Paris, pas forcément français, d'origine, du monde entier, qui sont français aujourd'hui, on en fait une opéra de ce texte, et on fait de la musique. Et ils étaient toute cette bande d'enfants sur la scène à chanter cette lettre. Et
J'ai pensé comment est-ce que, par la lettre, Mila, elle est arrivée si loin, pas des enfants ni juifs, ni qui ne savaient pas ce que c'est la Shoah. Ce que c'est la Shoah. Beaucoup se posent la question comment transmettre la Shoah aujourd'hui. Vous pensez que prendre une figure personnalisée à travers un personnage, un être vivant, quelqu'un qui a vraiment existé, qui a disparu, c'est le meilleur moyen de l'enseigner? Transmettre la mémoire. Je suis pas dans l'éducation, mais j'ai vu ça à l'école parce que les enfants, quand ils ont compris qu'elle était élève comme eux, dans la même école, un processus d'identification évident. Oui, alors on peut comprendre autrement. Et aussi, Mila, elle était jeune et belle, alors on peut essayer de comprendre. Et moi aussi, comme je ne l'ai pas connue, et comme on n'en parlait pas beaucoup, j'ai retrouvé toutes ces photos et tous les textes après la mort de mon père. Il avait tout classé, gardé tous les albums. Mais lui aussi, il était incapable d'en parler. Ça lui faisait trop. Il pouvait pas en parler. Sa petite sœur. Et il m'a toujours dit que toute ma vie, j'ai eu de la chance. Dans tout ce qu'il a fait, il a eu de la chance. Mais pas avec Mila. Il pouvait pas supporter ça. Alors moi, j'ai découvert Mila après sa mort. Et comme ça, c'est un rapport spécial. Bon, on vous écoute. Alors, ce texte s'appelle « Lettre de ma tante Mila Racine ». Chère petite Dani, parce qu'on m'appelait Dani à la maison, je me permets de t'appeler ainsi affectueusement par ton diminutif, toi, Daniel Marianne, dont le nom est si plein de signification, toi, ma nièce jamais rencontrée. Je te vois dans l'atelier t'évertuer à me peindre, jeune, douce et belle, la ligne du front clair, les cheveux bruns, épais et longs, parfois détachés, parfois tressés, telle une couronne sur ma tête. Le visage rayonnant, les yeux clairs, pleins de jeunesse, les sourcils droits, le menton déterminé, les oreilles toujours dissimulées par la chevelure. Tu as noté sur le tableau, et la vie continue, comme je le fis sur mon journal, le 1er avril 1938, le lendemain du mariage de tes parents. Comment alors aurais-je imaginé que la vie s'arrêtait ? Sur le tableau sur lequel je ris, l'expression est superbe. Le fond turquoise ainsi que les fleurs me remplissent de joie. C'est si joli que tu aies rajouté les mots que j'ai écrits. Celui sur lequel je suis agenouillée à côté, le grand chien marron qui s'appelle Bouboule, sa grande tête est penchée sur le côté et mon bras s'étend le caressant. J'étais si jeune. Sur le 3e tableau, je suis assise au soleil et je lis. Je porte une robe bleue, le fond est violet. Une tranquillité princière se dessine sur mon visage. Je suis sensible que tu aies ajouté mon nom sur le fond. Les chiffres en série tout autour sont un tragique souvenir. Tes tableaux sont peints dans des couleurs vives et intenses, contrairement aux photographies noires et blancs desquelles ils sont inspirés. Pas sûr que ce soit véritablement les couleurs de mes robes, mais je t'autorise à choisir. Tu travailles tant d'heures sans te fatiguer, enveloppé de l'odeur des térébenthines et des notes de musique. À la fin de journée, tu nettoies consciencieusement tes pinceaux, tu ranges, remets chaque objet à sa place. Cela ne te ressemble pas. J'ai vu parmi les milliers de lettres et des documents familiaux que tu as trouvés, que tu lis un petit journal que j'ai écrit en 1938. J'avais 19 ans et j'étais partie étudier à Londres. J'ai noté tous les jours ce que je faisais sur un joli calepin à reliure en cuir marron. Je comprends qu'il t'est difficile de déchiffrer mon écriture. C'est étonnant que les caractères ne soient pas estompés avec les années. Ce n'est pas grave, dans tous les cas, je ne suis pas Pouchkine. As-tu remarqué les petits détails personnels notés à la première page? En titre, mon adresse à Londres, métier étudiante. À la rubrique, il faut préciser à qui faire savoir en cas d'urgence s'il est écrit à la Maison Royale. J'ai passé là-bas tellement de bon temps. Personne ne me disait quoi faire. Je suis sortie tous les soirs pour faire la fête avec mes copines. Nous avons connu des garçons, nous avons dansé, nous nous sommes baladés. J'ai aussi un peu étudié, amélioré mon anglais. Je n'ai pas arrêté le piano, j'ai même continué à tricoter. J'ai lu les lettres que mon frère Mola, ton père, m'a écrites avec toutes les recommandations sur comment vivre et cesser d'avoir la tête dans les nuages et d'avoir enfin l'esprit pratique, d'apprendre un métier et de comprendre la vie comme elle est. Il a dû te dire les mêmes choses. Dans tous les cas, nous étions très proches tous les deux. On s'enfermait dans la chambre
pour lire des poèmes et des lettres d'amour que nous recevions, lui de toutes les filles amoureuses et moi de mes nombreux prétendants. Ma petite sœur Sacha secouait la porte fermée, cognait dedans, mais on ne lui ouvrait pas. Tu as lu ensuite tous les écrits qui relatent comment j'ai tenté d'aider les Juifs qui se réfugièrent d'Allemagne en France, les tampons ainsi que les faux certificats dont je me suis servi, comment j'ai fait passer les enfants en Suisse et comment les nazis nous ont attrapés une nuit, ont tiré sur un bébé et un couple et qu'ils nous ont emprisonnés. Sur la porte de la prison, j'ai écrit avec l'espoir « Ne perdez pas la mémoire ». Toi, tu l'as transmis. Tu as voyagé à Ravensbrück, tu as voyagé à Mauthausen afin de trouver mon nom là-bas. Le nom apparaissait Marie-Anne, était celui de mes faux papiers, mon nom de résistante française et pas mon vrai nom de juive russe qui était Myriam. Tu allais voir comment j'ai vécu, moi, enfant gâté, dans de tels endroits, à côté des fours crématoires, et la mort partout. Dans les lettres que j'ai envoyées des camps de concentration, j'ai écrit en allemand, car nous étions obligés. Je dis toujours que tout va bien, je n'ai pas besoin de rien, et je suis sûre que la famille a compris qu'il y avait une censure et que c'était impossible d'écrire la vérité. J'ai partagé avec les amis les colis que Mola m'envoyait. Plus tard, elle lui écrivait afin de lui raconter que j'avais monté une chorale pour encourager tout le monde et que nous passions en chantant d'une baraque à l'autre. Elles décrivent mes longues mains blanches dirigeant les prisonnières et mes cheveux noirs pas tondus à la différence des autres, mais qui blanchirent dans l'espace d'une nuit. Elles écrivent de quelle manière on nous envoya quelques jours avant la fin de la guerre travailler dans les chemins de fer. Comme ils séparèrent notre groupe de 7 amis, 2 d'un côté et nous de l'autre. Nous avons essayé de changer afin de rester ensemble, mais les autres détenus refusèrent, elles disent que c'était le sort. Je te regarde absorbé par moi, presque un dibouk, essayant de comprendre, de me ressusciter. Ton cœur se serre à tous les coups de pinceau devant ma beauté et ma jeunesse. Comment peux-tu comprendre, tu es quelqu'un d'autre? Je ne me suis pas mariée, je n'ai pas eu d'enfant, je ne suis pas venue habiter en Israël. Je parlais le français, le russe et l'anglais. J'ai un peu appris l'hébreu. En quelle langue est-ce que je te parle? Mola t'a-t-il raconté comment il a couru en 1945 dans Paris à la gare, criant mon nom d'un wagon à l'autre. Et lorsqu'il arriva dans le dernier, une de mes amies sortie lui raconta le bombardement des Alliés sur le chemin de fer et lui donna mes quelques affaires. Je regrette, mais ça me fait toujours triste. Je comprends. Elle rajouta qu'on me proposa d'être évacuée plus tôt, mais je choisis de laisser la place à des plus faibles que moi. J'aurais aimé savoir comment tu as vécu, comment vous avez quitté la France pour aller vivre en Israël, comment toi et ta sœur avez grandi dans ce pays et fondé votre famille, comment mon cher frère et ma chère belle-sœur, tes parents, sont décédés, comment ma petite sœur qui vit à Paris, avec laquelle tu parles des heures au téléphone, enfin de l'entendre parler de moi. Tu es resté avec toutes les médailles et les certificats d'honneur. C'est vraiment une bonne idée de les donner à Yad Vashem. Ton grenier est déjà bien débordé. Je sais qu'ils ne parlèrent pas de moi à la maison et qu'ils ne suspendèrent pas aucune photo, car maman ne pouvait pas le supporter. Elle tomba malade et tout son cœur se déforma. J'en ai le cœur brisé. Je l'aimais tant, elle préféra penser que j'étais en Sibérie. Moi, ta tante, même si j'ai juste su que tu existais sans t'avoir vu, je me fais du souci pour toi. Le temps passé prend trop de place dans ton quotidien. Apparemment, tu ne peux pas faire autrement. À présent, laisse tout ça derrière toi. Il est temps de revenir au présent et de penser au futur. C'est une magnifique lettre. Vraiment, on a l'impression que vous l'avez connue. Alors, pas vraiment. Ouais, mais on sent. Mais elle me touche. Ben, elle nous touche aussi. Elle nous touche aussi. Je sais qu'elle a été. Vous évoquez dans cette lettre, lorsqu'elle a été internée, elle était aussi avec la sœur de Simone Veil. Oui, Denise Vernet, qui est morte il y a 2 ans. Ouais. L'année dernière, il y a 2 ans. Elles étaient amies? Oui, très. Elle a dit elle m'a raconté que c'était la personne la plus chère dans sa vie. Elles étaient amies très très proches. Elle a gardé tout ce qui concerne Mila, elle a gardé. J'ai allé l'interviewer pour qu'elle me raconte leur vie.
Il faut qu'elles vous racontent leur vie. dans les camps. Alors, vous parlez des médailles aussi dans la lettre. Il y a une cérémonie aujourd'hui où vous allez à Roglit. C'est demain, oui. Oui. Demain. Vous allez à Roglit, donc. Ils m'ont invité pour donner la médaille à mon père qui était, lui, en général, et Mila et mon père avaient la Légion d'honneur et tout, de la France. Et ils ont décidé de donner une médaille aux Juifs qui ont sauvé des Juifs. Oui, parce qu'en général, le principe des justes des nations sont des non-juifs qui ont sauvé des juifs. Oui. Mais là... C'est l'organisation de Bnei Brit qui a décidé alors de mettre en place. Ils ont invité, je crois, c'est des groupes de soldats et des élèves. Et ils ont décidé de faire une commémoration. Celle qui va parler, c'est la fille de Castor, qui était le chef des EI, et qui était une très bonne amie à moi. Et elle va parler vraiment et d'elle et de son père et aussi de père. Donc, encore d'autres sujets. Votre famille va être aussi mise à l'honneur. Alors, il y a, juste pour finir, bien sûr, on a envie d'en savoir plus sur Mila, de connaître tous les détails de sa vie. Alors, il y a une BD qui est sortie. Il y a aussi celle qui a fait le lien avec Bnei Brit, c'est une femme, une historienne qui s'appelle Tzila Hershko, qui a écrit l'histoire de la résistance française en hébreu. Alors, bien sûr, si vous lisez l'hébreu, dedans, dans ce livre-là, vous trouverez le détail de la vie de Mila. Mais si vous ne lisez pas l'hébreu, si vous voulez même faire connaître son parcours à vos enfants, je trouve que c'est important aussi en ce jour de transmettre la mémoire. Il y a une BD. Alors, la BD, elle n'est pas toujours exacte, puisqu'elle a été éditée par Casterman sans la famille. C'est vraiment une initiative pour laquelle vous n'avez pas été partie prenante, mais vous la saluez quand même. Oui, parce que chaque chose qui est faite pour la mémoire, et surtout en France, c'est important. Alors en plus, à la fin de la BD, ce que je trouvais très intéressant, c'est qu'il y a vraiment le résumé de sa vie. On peut suivre son parcours année après année, avec des photos. Voilà. Et puis, bien sûr, la BD, évidemment. Je crois que par une BD, ça a plus accès aux jeunes et aux enfants. Parce que... Mais je pense que c'est quelque chose qui lui aurait plu, comme vous le dites dans la lettre, on regarde vers le futur, donc on regarde vers la jeunesse, vers la vie qui continue. Un joli trait d'union, on va dire, pour finir de parler d'elle et d'avoir évoqué sa mémoire aujourd'hui. Et celle, bien sûr, de son frère, de sa sœur, de son frère, votre père, Emmanuel Racine. Merci à vous d'être venu. Et merci de m'avoir donné l'occasion de raconter sur Mila. Écoutez, si on peut la faire connaître à d'autres, on aura fait notre travail. Voilà. Merci beaucoup. Au revoir, Daniela. Au revoir. Au revoir.